Seulement voilà, c'est justement, probablement pas sans raison, qu'il commence par le cadavre, qu'il veut d'abord en être quitte, comme on dit, avec sa conscience. C'est toujours, croyez-moi, ce qui perd quiconque dans la voie des réparations. Ceci n'est qu'une petite illustration, car dans le développement du drame, à tout instant, la question de cette temporalité, de la façon dont se rejoignent les fils déjà tout près, est la décisive, essentielle, mais pas plus comparable à une action que ce que j'ai appelé tout à l'heure tassement, effondrement sur les prémices. Donc voici le premier dialogue, Antigone et Ismène. Qu'est-ce qui va venir après? La musique, le chœur. C'est le chant de la libération. Thèbes est hors de prise de ce qu'on peut bien appeler les barbares. Le style du poème, qui est celui du chœur, nous représente même curieusement les troupes de Polynice et son ombre, peut-on dire, comme celle d'un grand oiseau tournant autour des maisons. L'image même qui est celle de nos guerres modernes, à savoir de quelque chose qui plane, est déjà, en 441, rendue sensible. Toutefois, cette première entrée de musique accomplie, et on sent qu'il y a de la part de l'auteur quelque ironie, c'est fini, c'est-à-dire que ça commence. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la suite, qui est Créon qui vient nous faire un long discours pour se justifier. Et à la vérité, il n'a là, pour se faire entendre, qu'un cœur docile, la secte des bénis oui-oui. Dialogue, à ce moment-là, entre Créon et le cœur. Le cœur n'est pas absolument sans conserver de par lui-même l'idée qu'il y a peut-être dans les propos de Créon quelques excès, mais au seul moment où il va le laisser paraître, c'est à savoir quand le messager arrive et raconte ce qui s'est passé, il se fait, j'aime mieux vous le dire, vertement rabrouer. Mais nous ne pouvons pas le faire. Et ce que je veux produire, c'est ceci, c'est que le personnage du messager se présente dans cette tragédie comme une formidable présence. Car ce messager s'amène avec toutes sortes de tortillements de la langue et du torse pour dire ce que j'ai pu réfléchir sur la route et combien de fois je me suis retournée pour prendre mes jambes à mon cou, et c'est comme ça qu'une route courte devient un long chemin. C'est un formidable discoureur. Il va même jusqu'à parler à un moment donné de la façon suivante. « Je suis désolé, dit-il, de voir que tu as l'opinion d'avoir l'opinion de croire des mensonges. Bref, je suis suspecté d'être suspect. » Ce style du doki pseudodokin est quelque chose qui a sa vibration dans le discours des sophistes même, puisqu'aussi bien, aussitôt, Créon lui rétorque « Tu es en train de faire des pointes sur la doxa. » Bref, pendant toute une scène dérisoire, le messager, avant de lâcher son paquet, à savoir ce qu'il a à raconter, se livre à toutes ses considérations concernant tout ce qui s'est passé, à savoir des considérations de sécurité, au cours de quoi les gardiens sont entrés dans une panique proche du coltage mutuel pour arriver à cette députation concertée, pour celui qui en est l'objet, après un tirage au sort, et après qu'ayant lâché son paquet, il reçoit d'abondantes menaces de Créon. Les accusations excessivement bornées du personnage au pouvoir en l'occasion, à savoir qu'ils passeront tous un mauvais quart d'heure si on ne trouve pas promptement le coupable.
et il se tire des pieds avec ces mots. Je m'en tire d'assez bon compte puisqu'on ne me met pas tout de suite au bout d'une branche. On ne me reverra pas de sitôt. L'important est de savoir ce qui éclate tout de suite après. Après éclate tout de suite le cœur. Et le cœur entonne quoi, après cette espèce d'entrée de clown? Car je crois qu'on peut bien ici décrire ce dialogue entre Créon et le messager. Ce subtil messager, il a de très grands raffinements. Il dit à Créon, qu'est-ce qui est offensé pour l'instant? Est-ce que c'est ton cœur ou tes oreilles? Il le dit littéralement. Il le fait tourner en rond. Créon est, bien malgré lui, forcé de faire face. Il lui explique, si c'est ton cœur, c'est celui qui a fait cela qui l'offense. Moi, je n'offense que tes oreilles. Nous sommes déjà au sommet de la cruauté, mais on s'amuse. Tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Un éloge de l'homme. Le cœur n'entreprend rien d'autre qu'un éloge de l'homme. Je vois que l'heure me limite, que je ne peux pas prolonger. Je prendrai donc la prochaine fois cet éloge de l'homme avec son caractère que je vous montrerai. Car il faut quand même analyser un peu le texte pour lui donner sa portée. Que vienne là ceci prendra, je crois, si nous entrons un petit peu dans le détail, tout son sens. Mais comme il est nécessaire de serrer de près le texte, je serai donc forcée d'y revenir la prochaine fois. Tout de suite après, c'est-à-dire après cette formidable galéjade, vous le verrez, que constitue cet éloge de l'homme, nous voyons rappliquer sans aucune espèce de souci de la vraisemblance, je veux dire temporelle, le gardien traînant Antigone. Le gardien est à la fois épanoui, c'est une chance comme on en a peu de pouvoir mettre sa responsabilité à l'abri en ayant coincé à temps la coupable. Je ne peux pas m'étendre si je veux finir sur la portée de ce qui se passe en ce moment dans l'interrogatoire de Créon, mais ce que je veux pointer, c'est ce que dit le cœur, ce qui commence dans le cœur, à venir immédiatement à la suite. Ce que le cœur, à ce moment-là, nous donne, c'est à proprement parler le chant d'Athée. Les paroles de l'homme avec Athée, c'est là ce qui fait à ce moment-là l'objet du chant du cœur. Nous y reviendrons également, j'espère, la prochaine fois. Que se passe-t-il après l'arrivée d'Aimon, c'est-à-dire du fils de Créon et du fiancé d'Antigone? Le dialogue entre le père et le fils, avec ce qu'il démontre de la dimension de ce que j'ai commencé de vous avancer concernant les rapports de l'homme avec son bien, et l'espèce de fléchissement, d'oscillation, qui apparaît de la seule confrontation du père et du fils. Voilà un point qui est extrêmement important pour la fixation de la stature de Créon, à savoir de ce que nous verrons par la suite être ce qu'il est, c'est-à-dire de ce que sont toujours les bourreaux, les tyrans, en fin de compte, des personnages humains. Il n'y a que les martyrs pour être sans pitié ni crainte. Mais croyez-moi, le jour du triomphe des martyrs, c'est le jour de l'incendie universel. C'est bien ce que la pièce est, là, faite pour nous démontrer. Mais que voyons-nous à mesure que la pièce monte? Créon ne sait pas, à ce moment-là, dégonfler, bien loin de là. Il laisse partir, bien entendu, son fils sur les pires menaces. Qu'est-ce qui éclate à ce moment-là de nouveau?
le cœur. Et pourquoi dire Eros anikatemahan. Je pense que ceux qui ne savent pas le grec ont entendu à quelques moments ces trois mots qui ont traversé les siècles, entraînant après eux diverses mélodies. Ceci veut dire proprement « amour invincible au combat ». À ce moment où Créon a décrété à quel supplice Antigone va être vouée, c'est-à-dire à entrer toute vivante au tombeau, ce qui n'est pas une imagination des plus réjouissantes, je vous assure que dans Sade, c'est mis tout à fait au 7e ou 8e degré des épreuves des héros. Il faut peut-être ces perspectives pour comprendre, pour qu'on s'en rende compte, mais effectivement c'est quelque chose qui a toute sa portée. C'est précisément à ce moment, et je dirais dans cette mesure, que le cœur dit littéralement ce quelque chose qui veut dire « cette histoire nous rend fous, nous lâchons tout, nous perdons la tête ». À savoir, pour cet enfant, nous sommes saisis de ce que le texte appelle dans un terme dont je vous prie de retenir la propriété « Enargis freflaron imeros ». Imeros, c'est le même terme qui, dans le Phèdre, est fait pour désigner à proprement parler ce que j'essaie de vous faire saisir ici comme étant ce reflet du désir, en tant qu'il est ce qui enchaîne même les dieux. Le terme a été désigné par Jupiter pour désigner ses rapports avec Ganymède. Imeros enargis, c'est littéralement le désir rendu visible. Tel est ce qui apparaît au moment et corrélativement où va se dérouler ce qu'on peut appeler la longue scène de la montée d'Antigone au supplice. Ici, Antigone reste affrontée au cœur, et après ce chant d'Antigone dans lequel s'insère le passage discuté par Goethe, dont je vous ai parlé l'autre jour, le chœur reprend dans un chant mythologique où en 3 temps il fait apparaître 3 destinées spécialement dramatiques qui sont toutes orchestrées à cette limite de la vie et de la mort, du cadavre encore animé. Dans la bouche même d'Antigone, l'image de Niobé, pour autant qu'elle est saisie dans la sorte de resserrement du rocher, et qu'elle va rester éternellement exposée aux injures de la pluie et du temps. Telle est cette image limite autour de laquelle tourne l'axe de la pièce. Au moment où de plus en plus elle monte vers je ne sais quelle explosion de délire divin, c'est à ce moment que, dirais-je, Tirésias apparaît, l'aveugle. Et il ne parle pas simplement pour annoncer l'avenir, mais le dévoilement de sa prophétie joue un rôle dans l'avènement de l'avenir. Car dans le dialogue qu'il a avec Créon, il retient ce qu'il a à dire jusqu'à ce que Créon, dans sa pensée, formé d'un personnage pour qui tout est affaire de politique, c'est-à-dire de profit, Créon fait l'imprudence de dire à Tirésias assez de choses injurieuses pour que l'autre enfin déclenche sa prophétie, avec cette valeur qui fait, dans toute dimension traditionnelle donnée aux paroles de l'inspiré, une valeur suffisamment décisive pour que du même coup, ce soit le moment où Créon perd sa résistance et se résigne à revenir sur ses ordres, ce qui va être la catastrophe. Une avant-dernière entrée du cœur, significativement, nous fait éclater là l'hymne au Dieu le plus caché, le plus suprême. Les choses montent encore d'un ton, c'est l'hymne à Dionysos,